On va démarrer tout de suite puisque c'est une table ronde qui nous dit quelles sont les attentes des territoires. Qu'est-ce que ces territoires attendent par rapport au développement de l'éolien, par rapport à la valorisation de la ressource vent. Alors Jean-Pierre Bouquet, des engagements sont affichés au niveau national. On le sait déjà, ça va être confirmé mardi prochain au plus haut niveau. Quel va être le rôle? Qu'est-ce que vous imaginez comme rôle au niveau des territoires, de tous ces territoires que vous représentez ici à cette table ronde, petits, moyens, plus grands peut-être, pour décliner ces objectifs tout en valorisant leurs ressources? Bon, un vaste sujet. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Sujet intéressant et sujet même passionnant, en même plusieurs qualités, mais en qualité de président des Écomers, je représente aussi un réseau d'environ 2000 territoires sur lequel nous faisons la promotion effectivement des bonnes pratiques en matière environnementale. Et évidemment, les énergies sont au centre des préoccupations qu'on doit partager. Moi, je me retrouve bien dans l'annonce ou le propos de Mathieu Orphelin. Je salue d'ailleurs le travail qu'il peut faire. Le sujet est complexe et à la fois passionnant. Alors, j'ai été interviewé par Le Monde il y a assez peu de temps. Il y a eu un assez bon article sur la conversion des territoires dans des zones de déprise industrielle avec l'appropriation de la compétence finalement énergie qui nous est confiée. Ça n'a pas été ainsi formulé par le législateur, mais si on regarde bien, dans la loi NOTRe, les différents textes confient aux collectivités territoriales une grande part de compétences en matière de transition énergétique par leur possibilité de produire de l'énergie décentralisée, avec des systèmes énergétiques décentralisés. Et donc cette compétence, un certain nombre de territoires se l'approprient. Et on a raison, parce que d'abord ça procure des ressources, ça procure des emplois, et ça donne une idée de l'avenir, et ça permet de se projeter. Alors à cet égard, on voit bien qu'il y a différentes difficultés que l'on rencontre. En particulier, même si l'autorisation unique depuis 2017, qui est une avancée, en pratique, c'est toujours quand même très très long et très lourd de développer les dossiers sur l'éolien. Je crois que j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais ça reste une constance. Et puis, au niveau du territoire, comme cela amène de la ressource, il y a la question de l'IFER, du partage des ressources. Comment les territoires peuvent, à nouveau, en s'appropriant cette compétence, recevant des recettes que d'ailleurs ils n'ont plus vraiment par la DGF, puisqu'il ne faut pas croire que les dotations d'État vont continuer à augmenter, elles sont stabilisées. Et il faut se faire à l'idée qu'il faut mieux travailler, mieux gérer. Et en particulier, si on développe la transition énergétique et qu'on procure des recettes, ça crée immédiatement un débat sur le territoire. Et donc, c'est la question du partage de l'IFER. Nous soutenons l'idée d'un taux de 20% sur la restitution des IFER. Cette position, elle est portée notamment par la PVF. Je sais qu'il y a un amendement qui a été développé en loi de finances récemment. Je ne pense pas qu'il ait été voté, mais comme il y aura une seconde lecture, je pense que peut-être que le député qui est ici présent pourrait lui également s'approprier cette proposition. Sénat, Il y a aussi un sénateur qui est dans la salle. Eh bien, écoutez, c'est un appel à nos parlementaires pour qu'ils se saisissent de cette proposition qui est de bon sens, parce qu'elle permet d'intéresser tous les territoires. Elle permet à l'intercommunalité qui a la compétence, qui est en fiscalité unique, d'avoir des recettes, et également aux territoires qui accueillent l'éolien, d'avoir un intéressement, parce que je ne dis pas qu'il y a beaucoup de gêne, mais c'est quand même une réalité qu'il y a des petites communes, quand les budgets d'investissement sont réduits à quelques milliers d'euros, ça démotive. Après, on se dit, oui, mais il n'y a plus personne dans les communes, plus personne, etc. Mais la France des territoires, c'est aussi ces territoires, et ces territoires, en s'appropriant cette compétence, retrouvent un dynamisme, en tous les cas, de quoi investir sur le territoire. C'est ce qui s'est passé chez vous à Vitry-le-François? Oui, exactement. Alors nous, on était à 30%, mais alors, quand on fait le calcul avec des clauses dégressives, ça va rien changer. On a uniquement un peu de pédagogie à faire. Alors ça a été effectivement, après, un débat aussi entre ceux qui n'en ont pas. Parce qu'ils disent, oui, mais c'est très bien. Mais on est 35 communes sur la communauté de communes, c'est 28 000 habitants.
Mais il y a des communes dans lesquelles il ne peut pas y avoir, parce que le couloir aérien ne permet pas, il y a la migration des oiseaux, des grues cendrées, etc. Enfin bref, on est très attentif à tout ça. Et donc on a institué une restitution. On n'est d'ailleurs pas obligé, ça on l'a fait de manière volontariste, parce que il faut se mettre à la place des plus petites communes. Sinon on dit tout repart à la ville-centre et on crée un traumatisme. C'est pas possible, c'est pas politiquement, c'est pas gérable. Mais après, on a un autre problème, c'est la quinzaine de communes dans lesquelles il ne peut pas y avoir d'éoliennes. Qui disent, oui, mais eux, ils vont même finir par avoir trop de budget d'investissement, ils ne vont pas être capables de les dépenser, alors que nous, on n'a rien. Donc ça nous a conduit à mettre en place un fonds de solidarité sur la totalité du territoire, de manière à faire en sorte que la recette procurée par l'éolien, eh bien, elle soit profitable pour toutes les collectivités, que tous les cas, elle soit partagée avec une partie centrale pour l'Interco, parce que c'est une des compétences, c'est la compétence que nous avons reçue, et cette recette, elle peut être mutualisée, mais c'est facultatif. C'est une recette propre de l'établissement public à fiscalité propre, donc de l'intercommunalité, que ce soit une communauté de communes ou une communauté d'agglo. Donc voilà, ce travail qui est fait. Alors, un petit mot concernant la planification là, sur ce vaste territoire de 35 communes. Est-ce que les outils de planification que vous avez à disposition, PLU, SCOT, et puis au niveau régional ensuite, SRE, SRADET, ça vous semble adapté? Oui, globalement, oui, parce que d'abord, on était partie prenante dans la définition de ces outils, et ces outils ont repris ce que le territoire a exprimé. Alors, bien évidemment, il faut intégrer toutes les préconisations et règlements et décrets concernant l'environnement, mais ça ne pose pas de difficultés, c'est normal. Il y a des mesures d'intérêt général, elles se traduisent par des discussions. Nous, le côté sur lequel on peut avoir des fois plus de difficultés, c'est qu'on a une base aérienne en relative proximité, et c'est la question des couloirs aériens. Alors on est pris dans des couloirs aériens de 2 aéroports, la base aérienne Saint-Exupéry à Saint-Dizier, quand même une grande base de défense, puisque c'est la base des Rafales en particulier. Et puis le terrain de Vatry, qui est un terrain civil, et donc il faut jouer entre ces éléments, quoi. Et quelquefois, c'est un peu long d'obtenir quand il y a une éolienne en litige, en placement, des réponses de la défense. Et on s'aperçoit d'ailleurs que si on n'est pas bien introduit à la défense, les réponses sont encore plus longues. Et donc, bon, là, il y a quelque chose à voir. Mais bon, il y a à côté aussi l'impérium de la position de la défense. Surtout pas qu'on risque de porter atteinte au couloir aérien. Bon, c'est régulièrement un sujet. S'il y a quelqu'un de la défense dans la salle, il aura un droit de réponse tout à l'heure. Quelqu'un de la DIRCAM, la direction de la circulation aérienne militaire, non ? Non, mais on verra. De toute façon, on va nous renvoyer à des faisceaux, des hauteurs, etc., des positionnements. Là, une question aux représentants des territoires. Qu'est-ce qu'un territoire attend des développeurs éoliens? Quel type de relation vous attendez? Qu'est-ce que c'est pour vous le développement exemplaire d'un projet? Par exemple, chez nous, on a 74 éoliennes. On peut encore en recevoir un certain nombre. On est à 155 mégawatts et on peut monter à environ 500 sur le territoire de la commune. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ira à 500, mais on va vraisemblablement encore en accueillir une cinquantaine. Ce qu'on attend, finalement, c'est un changement dans les relations avec les développeurs éoliens. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, ça s'est développé un peu comme l'économie de cueillette. Les développeurs ont fait le tour des villages, des fois des paysans, des propriétaires terriens ont vu l'opportunité, les communes ont vu l'opportunité, des fois ce sont également les mêmes qui sont maires et exploitants. On connaît les tarifs de mise à disposition des terrains, et donc on peut avoir sur un territoire une myriade d'intervenants. Et en fait, le côté économique qui accompagne le développement de l'éolien, il peut se retrouver concentré dans une région ou dans une autre, ou sur un territoire plutôt éloigné, et ne pas profiter réellement au territoire. Nous, d'ailleurs, maintenant, ce qu'on défend comme orientation, c'est que tout ce qui est à l'aval et à l'amont de l'exploitation doit avoir un lien avec le territoire. Et donc, on préfère qu'il y ait
disons, pas une trop grande pluralité d'intervenants sur un territoire, de façon à ce qu'une organisation économique du développement de l'éolien conduise également à plus de création de postes, que les postes d'entretien, les bases d'entretien soient situées sur les différents bassins éoliens. Mais là-dessus, vous êtes bien servi, puisque je n'avais pas défini de plan de table, mais vous êtes mis juste à côté de Siemens Gamesa, et il se trouve qu'ils ont une base... Non, mais on les connaît, mais ils ont d'ailleurs une base d'entretien chez nous. Ils ont ouvert, ils ont ouvert des choses, et on a fait ensemble, d'ailleurs, une petite inauguration il y a quelque temps, pour justement présenter l'implantation territorialisée de Gamesa avec ses équipes sur le territoire. Et c'est dans ce cadre-là que nous, on souhaite voir le développement encore se faire. Parce que sinon, on est un petit peu dans un rapport colonial, quoi. On fournit l'espace, et puis le développement dont le territoire a besoin, il se fait ailleurs. Alors même, d'ailleurs, même dans la métropole, par exemple, ça arrive, il y a de nombreux exemples, ce qui n'est quand même pas logique. La logique du développement territorial avec un développement éolien doit conduire à faire en sorte que le territoire qui supporte ces implantations soit irrigué par tout ce qui se fait à l'aval de l'implantation, et donc par l'entretien et par les postes, y compris la formation répartie dans la région, de manière à ce que ce soit une réelle économie circulaire. Merci Jean-Pierre Bouquet. Puisque vous représentez les territoires à cette table ronde, vous aurez le droit d'intervenir quand vous le voulez tout à l'heure. Mais on va tout de suite passer effectivement à votre voisin. C'est un privilège. C'est un privilège, oui. Même quand le ministère, tout à l'heure, va nous lever un tout petit coin du voile sur ce qui va se passer le 27. Et donc, Filippo Cimitan, président et managing director de Siemens Gamesa Renewable Energy France, membre du conseil d'administration du CER également. Siemens Gamesa, je suis persuadé que si on faisait un sondage à main levée dans la salle, tout le monde dirait c'est un fabricant de machines, c'est un fabricant d'éoliennes. Or, vous n'êtes pas que turbinier. On est surtout turbinier. Surtout turbinier, oui, mais pas que quand même. Pas que. Bonjour à toutes et à tous. Donc on est principalement turbinier, on a d'autres activités, on est d'ailleurs les seuls turbiniers 100% européens, présents dans tous les segments, éolien terrestre, éolien offshore, on fait partie de développement en propre, finalisé à la vente d'éoliennes, et on participe activement à l'accompagnement des projets sur notre territoire avec différents volets. Donc on a un rôle en tant qu'industriel et turbinier qui est complémentaire au rôle des porteurs de projets, de développeurs, mais qui n'est pas de moindre, parce que nous avons les moyens de créer des vraies retombées sur les territoires et donc favoriser l'implantation et l'acceptation de ces projets sur les territoires, notamment donc il s'agit de projets d'éolien terrestre dont on parle aujourd'hui. Donc je fais quelques exemples. Un des éléments, un exemple principal qui était cité tout à l'heure, c'est la structure et la façon dont on gère la maintenance et les emplois qu'on crée sur les territoires. Donc nous avons un modèle particulier, c'est un modèle mixte. On travaille à la fois avec des partenaires industriels les plus proches des territoires, donc locaux, des préférences des PME, et on travaille avec des techniciens en propre qu'on essaie de délocaliser le plus proche des installations éoliennes. Donc c'était un exemple très clair, celui de Vitry-les-François. Nous avons en France cette année 40 postes ouverts pour le recrutement des techniciens. Et par exemple, sur la base de Vitry-les-François, on avait entre 3 et 5 techniciens, on passera à 15 d'ici la fin de l'année. C'est une base qui sert à peu près 300 MW sur un rayon d'1 heure. On travaillait déjà avec un partenaire, on cherche aujourd'hui un deuxième partenaire local. On a un appel d'offres en cours, donc monsieur le maire, si vous avez des entreprises locales, préférence PME, performantes, compétitives, on est ouvert parce que c'est un modèle qui veut s'accompagner des territoires, profiter de leur expérience et de leur capacité, leur compétitivité. En tant qu'industriel, on a aussi un volet technologique qui est propre à notre corps de métier, qui a une retombée directe sur l'acceptabilité des projets dans le territoire. On travaille, comme tous, à améliorer la compétitivité des éoliennes, et ça passe par une croissance de la puissance nominale, des tailles des éoliennes, ce qui permet d'avoir plus de production avec moins d'investissement, avec moins de ressources de vent. C'est là, aujourd'hui, si on regarde les évolutions technologiques, on avait des éoliennes en moyenne de 2 MW. Aujourd'hui, on dépasse les 5 MW sur les marchés européens. En France, on est un petit peu en retard, on espère y arriver bientôt, et c'est pour ça qu'un accompagnement réglementaire qui permet
de la flexibilité pour nos clients, pour développer des parcs modernes. C'est tout à fait fondamental, et surtout de ce qui sont les contraintes de hauteur sommitale. Tous ces travaux sur l'innovation autour des éoliennes qui font que ces éoliennes deviennent peut-être un peu un concentré de technologie par rapport aux éoliennes d'il y a 20 ans, permettent de aussi travailler sur le bruit, travailler Exactement. sur les composants de la machine. On entend souvent parler de l'histoire des terres rares. Alors, avis d'un industriel. Ça, c'était le premier exemple, c'était la taille, c'est forcément un élément. On implante moins d'éoliennes pour la même puissance, voire pour plus de puissance. Un deuxième volet, c'est les volets des émissions acoustiques. C'était un des focus que nous avions chez Siemens Gamesa, développer des solutions de performance des émissions acoustiques qui permet de développer des projets encore plus acceptables avec des émissions bien maîtrisées et qui permet d'aller réduire ce qui peut être la nuisance sonore d'un certain parc avec des améliorations technologiques qui sont reconnues et qui sont utilisées dans d'autres pays dans le monde. Et il y a aussi tout un volet d'un côté de traçabilité, recyclage des composants, de réduction de l'utilisation des terres rares, avec un passage de technologie qui vise à un équilibre entre compétitivité, entre coût de l'énergie et virtuosité de cette énergie, sur tous les aspects qui sont les aspects qu'on met en avant en tant qu'énergéticien d'énergie propre. Et pour finir, on a forcément la vision de ce que l'énergie éolienne, notamment terrestre, a comme retombée économique sur les territoires, et donc la possibilité pour des acteurs locaux économiques de se reconvertir, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'industrie, à côté de nos techniciens de maintenance. On voit aussi la capacité de l'éolien terrestre de fédérer les acteurs locaux, publics et privés, dans la création des emplois. Je ne dirais pas que c'est unique, mais c'est un atout de l'éolien terrestre de pouvoir fédérer autant d'acteurs et pouvoir les intégrer dans la concertation, dans la préparation, dans l'accompagnement de ces projets, ce qu'on ne voit pas dans d'autres types de projets énergétiques à l'échelle nationale. Et en tant qu'industriel, on demande aussi aux acteurs locaux, ce qu'on donne, mais on demande aussi, d'un côté, d'accompagner les projets vertueux, parce qu'il y en a sur les territoires, et ce sont ces projets qui vont permettre de porter les messages d'un éolien terrestre compétitive, durable et acceptable. Donc il faut les accompagner, il faut les aider, c'est savoir les identifier. Et puis un deuxième souhait, c'est que les territoires participent, comme ils le font déjà, à échelle régionale, à échelle plus locale, à je dis pas la bataille, mais à la discussion PPE, pour que ce ne soit pas un message porté que par les industriels, mais que ce soit un message national, parce qu'on est ensemble dans cette discussion, dans cette perspective, et il faut que chacun puisse apporter ses propres éléments et qu'on puisse défendre ensemble les intérêts de nos emplois respectifs, de nos concitoyens, dans une démarche virtueuse. Alors, on avait entendu tout à l'heure que dans une certaine région dans le Nord, Xavier Bertrand prenait une page de pub pour dire « Stop éolienne ». Qu'est-ce que l'industriel a envie de prendre comme page de pub? Qu'est-ce qu'il a envie de dire? Qu'est-ce qu'il a envie de répondre à un élu comme ça qui va vous mettre à mal votre business quand même? Plus que page de pub, on essaie de répondre avec les faits, on essaie de répondre avec les chiffres. Je sais que c'est parfois difficile, c'est moins facile à entendre. Il y a moins d'effets médiatiques, mais on essaie de répéter quels sont les faits de ces énergies renouvelables éoliennes, à la fois en termes d'emploi, des créations d'emplois, à la fois en termes de compétitivité et aussi de type d'emploi. C'est un emploi qui n'est pas délocalisable, c'est un emploi qui est sur la durée. En exploitation d'éolien, que ce soit terrestre, offshore, on parle de au moins 20 ans. Donc on a des perspectives, on a des chiffres que personne ne compare, mais que si on compare le nombre d'emplois par mégawatt par rapport à d'autres types d'énergie, on voit qu'on crée plus d'emplois, et c'est des emplois d'avenir qui ont aussi un regard européen. Donc on crée des filières, on crée des métiers nouveaux pour certains territoires et qui peuvent leur permettre d'avoir aussi un débouché à l'échelle globale, parce que c'est finalement à la fois pour l'industriel, mais aussi pour un employé, un technicien, un industriel, un ingénieur, aussi en possibilité de déboucher sur un marché du travail qui est européen et qui est mondial.
Question maintes et maintes fois posée. On a une petite idée du nombre d'équivalents temps plein par mégawatt installé. J'ai entendu tout à l'heure 18 bases de maintenance, bientôt 21, recrutement de 40 équivalents temps plein. Est-ce que ce ratio existe? Est-ce qu'on sait que si sur un territoire on a tant de mégawatts, il va falloir tant de personnes pour entretenir, maintenir? On ne joue pas souvent avec les chiffres dans les différentes commissions. Parfois, on dit un mégawatt installé, c'est l'équivalent d'un emploi. C'est ce qu'on avait vu sous les différentes statistiques des dernières années en termes de croissance d'emplois et croissance de mégawatts. Ça dépend des régions, ça dépend de la technologie, offshore, onshore. Il y a différents critères, mais c'est un bon ratio. Mais Jean-Pierre Bouquet, un mégawatt, un emploi, il y a des bassins d'emploi où c'est comme au Scrabble, ça compte triple. Oui, mais c'est un emploi par mégawatt, mais il faut comprendre de la fabrication à l'exploitation, sur la totalité de la filière. Mais il y a effectivement des retombées sur le territoire. Quand on parle des Hauts-de-France, quand même, l'expérience de Lons-Saint-Goël, c'est quand même quelque chose. Il y a quand même 250 emplois. En bout du bassin minier, dans cette partie de l'Artois, il n'y a rien. C'est un vrai projet de développement de territoire. Dire qu'il faut arrêter, je ne me permettrai pas de me prononcer sur l'opportunité de prendre telle ou telle orientation pour les Hauts-de-France, mais on ne peut pas, comme ça, dire on arrête tout comme s'il n'y avait rien eu. C'est quand même quelque chose qui a permis de restructurer un territoire qui est en déshérence, et c'est des emplois qualifiés. Et donc, c'est quand même très important pour tout ce territoire d'avoir ce gisement d'activité économique, donc de ressources et de vie pour tout un territoire qui, sans ça, il n'y a plus les mines et la conversion, c'est les corons. Et puis qu'est-ce qu'on y fait? On essaie de retaper des ensembles de maisons qui, des fois, sont des bicoques avec des terrains qui s'effondrent. Enfin, quand même, c'est positif ce qui a été fait dans cette partie-là. Merci Jean-Pierre Bouquet pour ce témoignage. Regardons maintenant ce qui se passe au niveau des réseaux. Donc on a les deux gestionnaires de réseaux qui sont présents, transport et distribution. On va peut-être commencer... c'est bizarre. Je vais commencer par Clotilde Levillain. Je dis c'est bizarre puisque quasiment 95 ou 98% des actifs éoliens, des parcs éoliens sont raccordés sur le réseau Enedis. Pour autant, c'est RTE qui a la responsabilité de l'équilibre. Alors, quels sont les déterminants de l'adaptation du réseau de transport à l'arrivée importante de parcs éoliens, pour ne pas dire à l'arrivée massive de parcs éoliens sur l'ensemble du réseau électrique français? Merci, Monsieur Rocher. Bonjour à tous et à toutes. Alors, pour répondre à votre question, j'aurais tendance à dire qu'il y a deux séquences. Il y a quel est notre rôle, le rôle de RTE, et puis ensuite, quelles sont nos marges de manœuvre, quels sont nos leviers. Donc, le rôle de RTE, pour dissiper tout doute, nous sommes partenaires avec Enedis. Donc là, il n'y a pas de problème là-dessus. Et en fait, on a comme mission de service public des missions qui sont de pouvoir, nous sommes présents sur une commune sur deux, et de pouvoir collecter, acheminer 24 heures sur 24 l'électricité pour nos clients, consommateurs, producteurs, dont les énergies renouvelables, et puis pour effectivement nos clients et partenaires, distributeurs, qui vont ensuite jusqu'au foyer. Donc ce rôle d'équilibreur d'électrons, en fait, c'est ce qui assure une vision système et qui permet de se dire non seulement on sait construire des éoliennes, on sait les raccorder, mais aussi on sait en faire profiter là où il y a besoin de consommer en France ou en Europe. Donc pour remplir nos missions, on a un réseau, je l'ai dit, à haute et très haute tension, donc au-dessus de 50 000 volts, qui nous relie d'ailleurs avec les pays voisins, avec une cinquantaine d'interconnexions. C'est important parce que le système électrique y respire, y compris pour les aspects énergie renouvelable à la maille européenne. Et puis, ce réseau, en fait, c'est un formidable atout de mutualisation, d'économie, de solidarité. Je rebondis aussi sur certains des propos de M. Orphelin au début. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant plus précisément concernant en fait les énergies renouvelables et l'intégration de l'éolien? J'aurais tendance à donner 3 mots. Solidarité, intégration dans le système et économie d'ensemble. On évoquait tout à l'heure aussi l'acceptabilité des citoyens, la rentabilité des moyens renouvelables, mais aussi le fait que le réseau, il est un peu payé par les producteurs, mais il est aussi beaucoup payé par les consommateurs. Et donc, comment finalement on arrive à avoir une transition énergétique avec une facture en fait maîtrisée. Donc, comme vous l'avez dit, même si le raccordement physique, il est essentiellement chez les distributeurs, donc finalement, cette production, soit elle est consommée localement,
mais une assez grande partie, en fait, là où il y a du vent, généralement, il n'y a pas trop d'habitation. S'il n'y a pas trop d'habitation, il n'y a pas trop de consommation. Et on développe le réseau beaucoup pour cela. Donc, en fait, cette production éolienne, elle est collectée, elle est acheminée, puis elle est répartie, en fait, sur l'ensemble du territoire. Et ça, ce sont effectivement à la fois le backbone, le réseau de transport, et puis l'équilibrage dont j'ai parlé. Et il y a aussi un autre rôle, et là c'est important, Jean-Louis Bal l'a cité tout à l'heure, pour les énergies renouvelables également, qui est peut-être un peu moins connu. C'est un rôle prospectif de RTE, confié par la loi, qui consiste en fait à identifier au travers de 2 grands outils des visions prospectives, des besoins. Alors ces 2 grands outils, c'est quoi? C'est d'une part le bilan prévisionnel qui donne une vision à 5 ans, 10 ans, 15 ans, dans un certain nombre de scénarios de politique énergétique, quelles sont finalement les conditions de réussite. Et depuis 2017, on le fait avec des évolutions majeures qui sont des éléments de bouclage, bien sûr, physiques. On s'assure que vous ayez du courant. Économique, combien coûte finalement tel ou tel scénario. Puis un bouclage aussi sur le CO2, enfin, en fonction des objectifs de CO2 qu'on peut se donner. Et en particulier, il y a 2 des 4 scénarios développés par RTE et en concertation très approfondie avec les acteurs, retenant les hypothèses en particulier des syndicats d'énergie renouvelable, de développement des éoliennes. Donc il y a 2 scénarios qui ont été pris comme entrée de débat public dans le cadre de la PPE, c'est-à-dire les scénarios ampères et volts, qui tablent à un horizon 2030-2035 sur 40 à 50 gigawatts de production éolienne terrestre installée. Là, aujourd'hui, on en a 14-15. Il y a aussi, à un moment donné, finalement, c'est bien d'avoir des éoliennes installées. Si elles sont acceptées, c'est encore mieux. Et en plus, on peut le faire. Mais aussi, c'est bien de se dire, mais finalement, est-ce que ce n'est pas le réseau qui va coincer? Comment faire pour que le réseau soit à la hauteur, soit là, écoute pas des sommes démesurées. Donc là, nous avons un deuxième outil prospectif qui est le schéma décennal de développement du réseau et qui est en phase de concertation, là aussi avec l'ensemble de la profession, des acteurs, des consommateurs, des pouvoirs publics, d'ONG également, parce qu'il y a des vraies questions d'acceptabilité du réseau comme des éoliennes. Et donc là-dessus, je vous renvoie pour les éléments détaillés au début de l'année 2019, puisque ce sont des travaux que nous sommes en train de faire. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'objectif, c'est de changer de braquet, si on veut être capable de faire une transition énergétique selon un certain nombre de scénarios et selon la PPE qui va sortir, pour pouvoir être à l'heure, dans des sommes en fait raisonnables et avec justement des questions d'acceptabilité importantes. Et ce sera finalement mon développement sur concrètement mes leviers, mon deuxième temps. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un premier élément qui est comment est-ce qu'on optimise l'infrastructure existante ou projetée dans les schémas de développement des énergies renouvelables, les S3R. Deuxième temps, comment est-ce qu'on peut accélérer le time to market, c'est-à-dire que avec les procédures qui finalement se réduisent, se simplifient, comment faire pour que le réseau ne soit pas l'élément dimensionnant. Et puis enfin, la question de l'acceptation, de l'adhésion en fait des citoyens est aussi importante. Et là, on le fait au travers de tout ce que je vais évoquer de projets très concrets. Je pourrais y revenir si vous avez des questions. D'abord, le premier temps, c'est comment j'optimise mon infrastructure existante et celle que j'ai prévu de faire, qui est programmée dans les années à venir. RTE investit en gros 1,2 milliard sur le réseau par an. Un quart est strictement, uniquement consacré au développement des énergies renouvelables. Et quand on regarde les réseaux et les développements qui sont multifonctions, j'arrive en gros à un tiers. Et tout ça, ça va augmenter. Ça, c'est déjà pour donner quelques ordres de grandeur. Donc ça, j'en ai besoin. J'ai besoin également de ce qui est prévu dans les schémas de raccordement des énergies renouvelables. Mais en fait, un de nos enjeux, c'est de se dire comment on peut aller plus loin avec les tuyaux qui existent ou les tuyaux qui sont prévus, les tuyaux, les réseaux. Et donc, là, il y a toute une phase, en fait, où sur les infrastructures, on met des couches digitales. Donc, l'informatique, les télécoms permettent des choses qui n'étaient pas possibles il y a une dizaine d'années. Et en gros, là, on investit énormément. Il y a un poste qui s'appelle le poste du futur, à Bloco, dans la Somme, qui est un lieu d'expérimentation avec des producteurs en particulier là-dessus. On en a décidé d'autres dans le Grand Ouest, en accompagnant un projet des territoires qui s'appelle Smile en particulier. Donc, il y a cet élément-là. Comment je vais plus loin? Je surveille la ligne, je la monitore,
finalement, au lieu de prendre des éléments normatifs, je vais au plus près de ce que permet de me faire. Et puis, j'ai des automates locaux qui me permettent de rediriger, d'identifier en anticipation des bouchons, des congestions, et tel bison futé, de rediriger pour aller plus loin sur le réseau existant. Deuxième axe, en fait, qu'on explore, c'est ce qu'on appelle les flexibilités. Alors, ça va du stockage, où on essaye de se dire, s'il y a une ligne qui est un peu congestionnée, on peut peut-être stocker, avoir un tampon dans du stockage. Donc, on fait des expérimentations avant d'offrir ça plus largement à l'ensemble des acteurs. Il y a aussi, finalement, comment on tire parti du fait que l'énergie éolienne est une énergie intermittente, que assez rarement, l'énergie éolienne ou le parc éolien produit toute la puissance installée. Donc, en fait, on adapte le dimensionnement du réseau. Et ces éléments de flexibilité sur le réseau de transport ou le réseau de distribution sont extrêmement importants pour déjà satisfaire du réseau existant et aller plus loin dans ce qu'on peut faire. Tout ça, ça permet quoi? Quels bénéfices concrètement sur ces belles idées? En gros, jusqu'à 30% de capacité d'accueil sur le réseau qu'on a aujourd'hui ou qu'on a prévu de faire, donc ce qui est quand même colossal. Et puis, on peut également gagner en coût de développement du réseau avec les flexibilités dont je vous ai parlé. On peut gagner 50% des coûts d'adaptation du réseau en pouvant collecter 99,5% de la production ENR, du productible ENR, donc, et ce que l'on est amené à écréter, soit on le stocke, soit on indemnise les producteurs. Donc vous voyez qu'en termes d'acceptation des territoires, on a besoin de moins de réseaux et il coûte moins cher. Vous le stockez comment? Dans vos steppes? Ce sont alors des steppes qui sont les centrales de pompage des producteurs, mais ça peut être aussi, et là c'est une expérimentation que nous faisons avant de pouvoir ouvrir ce marché-là à l'ensemble des acteurs, sur des batteries. En fait, ce sont des choses qui se testent dans un certain nombre de pays. Donc là, nous testons aujourd'hui, nous n'avons pas pour vocation d'être un opérateur de stockage, mais en gros, on essaye de créer, de voir les conditions d'utilisation de ça. Donc bien sûr, tous ces leviers sont à utiliser, je l'ai dit. On change vraiment fortement de braquet et le schéma décennal et la concertation est là pour justement tirer parti de toutes les nouveautés qui arrivent et des expérimentations qu'on fait avec les producteurs. Dans les expérimentations, le vent est votre ami quand il y a trop d'effets Joule dans les câbles? Exactement, merci de me tendre cette perche. Très simplement, en fait, quand il y a du vent, on se dit c'est super parce qu'il y a de la production éolienne. Puis quand il y a du vent, s'il est bien orienté sur la ligne, il permet de développer les échanges thermiques. La ligne chauffe moins, donc finalement elle se détend moins et on peut aller plus loin dans la ligne. Ça fait partie de la couche digitale que j'évoquais et qui peut faire gagner jusqu'à 30% de capacité supplémentaire. Donc ce sont des choses comme ça que nous utilisons, que nous mettons en œuvre. Deuxième temps, c'est le time to market. Comment accélérer, comment anticiper les raccordements pour ne pas être le point en fait limitant. Alors d'abord, le réseau qu'on n'a pas besoin de développer parce qu'on met un peu de monitoring en ligne, c'est déjà du temps gagné. Donc ça me paraît une évidence, mais autant la rappeler. Un ordre de grandeur pour développer une liaison à 225 000 volts, c'est en gros 5 à 7 ans, 2 ans de travaux, le reste de concertation. Grâce à des simplifications qui sont en cours, je pense qu'aussi c'est quelque chose sur lequel on a gagné et on va continuer de gagner. Et puis, avec la profession, avec les acteurs, avec l'État, on a travaillé aussi sur des évolutions des décrets, notamment le décret S3R, qui a eu une vie un peu chaotique, mais maintenant qui va mieux, pour adapter en fait les schémas sans avoir à refaire en fait des choses très très lourdes. Donc dans la concertation sur le schéma décennal, il y a d'autres choses que nous posons justement avec les acteurs pour mesurer leur degré d'adhésion et d'enthousiasme. D'une part, nous nous engageons en fait à anticiper l'ensemble des études et des demandes d'autorisation. Ça, ce qui permet quand même de gagner du temps. J'ai évoqué à un moment donné, sur 2 ans de travaux pour une liaison 225, c'est quand même une durée de projet qui dure 5 à 7 ans. Et puis nous travaillons également, alors là on n'a pas encore trouvé la martingale, mais nous ne lâchons pas l'affaire, sur le développement durable des réseaux. C'est quoi cette affaire? À un moment donné, on se dit, s'il y a un gisement quasi probable d'éolien ou de photovoltaïque qui est là, il y a des choses qu'on peut anticiper. Et sans attendre que le projet, pouf, il arrive. Ça, finalement, il y a 2 conditions à ça. C'est qu'on ait les gisements les plus fiables possibles, de la part des producteurs, de la part aussi des associations, de la part en fait, des régions localement. Et puis, ça permet d'avoir en fait, un bouclage économique qui tienne la route. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons pour être capables à la fois d'anticiper, mais aussi de minimiser le risque de coût échoué pour la collectivité. Donc ça, c'est un deuxième axe sur lequel la profession renouvelable est très, très partante.
Dernier axe, finalement, comment on peut faire que les territoires soient bien sûr acteurs, moteurs, acceptent, adhèrent en fait à tout cela. On parlait des éoliennes, mais il y a aussi le réseau qui peut être aussi un prétexte ou un otage de certaines contestations. On l'a vu dans certains coins, puisque nous avons le privilège d'avoir un poste électrique, un méga transformateur qui est une ZAD dans le sud de l'Aveyron. Je pourrais vous dire un petit peu tout ce qu'on a fait de plutôt pas mal pour l'insertion dans l'environnement vis-à-vis de ça. Donc, le premier facteur d'acceptabilité, c'est, au-delà des riverains, c'est maîtriser les coûts. Le consommateur final qui paye le tarif d'accès au réseau, c'est lui qui paye les investissements. Donc, c'est tout ce que j'ai évoqué avant, j'y reviens pas. Les coûts de développement du réseau. Un deuxième élément, c'est comment nous concertons avec le public pour justement expliquer que c'est ce type de schéma de raccordement mutualisé avec Enedis qui permet de minimiser, d'optimiser en fait les besoins. Je vais citer sur les Hauts-de-France, qu'on a évoqué tout à l'heure, un petit exemple. Donc nous avons eu en fait des concertations avec bien sûr l'ensemble des gestionnaires de réseaux de distribution pour définir conjointement l'infrastructure, avec les producteurs, le conseil régional, l'ADREAL, la chambre de commerce et d'industrie, la fédération des producteurs, je l'ai dit. Et puis aussi, on a associé l'ensemble du public. Sur les Hauts-de-France, en fait, on a assuré des communications, alors soit physiques, au travers de réunions, au travers d'encarts dans les journaux, auprès de 6 millions d'habitants de la région. Ce qui est effectivement colossal pour être capable de faire comprendre ce qu'on fait, c'est ce qu'il faut, juste ce qu'il faut, pas trop. Et donc ça prend du temps, mais on pense que c'est effectivement extrêmement utile parce que ça permet aussi d'embarquer l'ensemble des citoyens. On travaille aussi, ça c'est plus classique, sur la meilleure intégration dans le paysage en fait, de nos lignes électriques, des rideaux d'arbres, des postes architecturés, des choses de cette nature-là. Et typiquement dans le sud de l'Aveyron, nous avons fait un poste compact dans un terrain enterré avec des arrivées en souterrain. Donc un peu plus furtif, on peut difficilement... Je pense qu'aussi, dans les Hauts-de-France toujours, nous avons travaillé en inversant la logique avec la chaire des paysages de Versailles. En fait, prendre la ligne électrique... Qui interviendra cet après-midi. Voilà. Prendre la ligne électrique ou le poste électrique comme un élément du paysage. Enfin, en gros, on n'a pas honte, c'est un élément du paysage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on aménage des voies douces? Comment est-ce qu'on aménage des couloirs de biodiversité? Donc là, on le fait aussi avec un certain nombre de projets. Versailles, mais aussi des projets européens. Je pourrais y revenir un petit peu plus tard. Donc on voit bien que dans tout ça, il y a beaucoup de leviers. Nous faisons feu de tout bois. Tout notre objectif, c'est de dire, sur la base d'un certain nombre de projets régionaux, en fait, aujourd'hui, il y a la SRCAE, demain, il y aura les SRADET, comment nous, gestionnaires de réseau, nous répondons, comment être à l'heure, comment pouvoir anticiper, comment optimiser et minimiser les coûts. Et puis comment faire que finalement tous ces projets-là, ce soit ni les éoliennes qui bloquent, ni le réseau qui bloquent. Voilà notre démarche. Et avec des choses assez concrètes et assez innovantes que j'ai évoquées ici et que nous pourrons regarder un peu plus en détail et que je vous invite à regarder avec les travaux du schéma décennal qui sont en cours et que nous publierons début d'année prochaine. Merci Clotilde Levillain pour ce long plaidoyer pour RTE et le réseau. Antoine Jourdain, donc directeur technique d'Enedis, côté Enedis, le développement des énergies renouvelables commence à se préciser. Est-ce que votre réseau est prêt à les accueillir? Comment est-ce que vous vous organisez pour accueillir cette massification du développement des renouvelables en général et de l'éolien en particulier? Alors effectivement, hein, je pense que c'est prêt depuis un certain temps. On intègre 95% globalement des énergies renouvelables qui sont installées sur le territoire français, qui sont connectées directement au réseau de distribution. Et pour ça, je pense que tous ces gigawatts qui ont été connectés, dans l'avenir, cela va se poursuivre. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. On pense qu'il va falloir presque doubler la capacité de connexion dans les prochaines années. Aujourd'hui, dans l'année prochaine, on pense encore faire un peu plus de 2 gigawatts. Et puis progressivement, on verra ce que nous donne la PPE, mais effectivement, le volume va croître progressivement. Pour le réseau de distribution, finalement, c'est une formidable opportunité. On a souvent tendance à dire en interne que c'est notre lait de croissance.
En fait, on était sur un réseau historique, nos 1,4 million de lignes, kilomètres de lignes, n'étaient pas nécessairement structurés et prévus pour intégrer de l'énergie renouvelable de manière sur l'ensemble du territoire, que ce soit sur la basse tension ou sur la moyenne tension. Donc, pour nous, il y a trois éléments principaux. Tout d'abord, il faut connecter ces nouveaux parcs éoliens ou photovoltaïques, mais aujourd'hui, on parle essentiellement d'éoliens, de manière de plus en plus rapide, de plus en plus à moindre coût, et j'en parlerai. Deuxièmement, il y a donc les délais et la qualité. Deuxièmement, il y a le coût, l'optimisation des nouveaux raccordements dans le système. Et troisièmement, il y a comment on fait vivre tout ça, puisqu'une fois que c'est construit, un parc, ben ça s'optimise aussi, je pense et le réseau, et comment on est capable de conduire l'ensemble du réseau, bien entendu en collaboration avec RTE, pour s'assurer que le maximum productible est produit. Donc sur l'accélération et sur l'optimisation des systèmes de raccordement, je pense que beaucoup de choses ont été faites depuis quelques années. C'est vrai qu'il y a quelques années, on nous montrait du doigt, on avait un peu de difficultés. Il y a eu les groupes Le Cornu qui ont permis aussi, je pense que vous en avez parlé tout à l'heure, de réduire les délais administratifs. Je pense sur l'ensemble, on a même eu l'année dernière quelques-uns de nos partenaires producteurs qui se sont dit on va essayer de faire le raccordement un peu à notre façon pour voir si c'est plus rapide. Et finalement, les trois parcs qui ont été essayés ont eu finalement un bilan relativement mitigé. Alors, a permis de nous montrer certaines de nos faiblesses et donc sur lesquelles on travaille. Et a permis aussi quand même que globalement, au point de vue rapport qualité-prix, je pense que sans vouloir, peut-être qu'ils sont dans la salle, donc sans vouloir me prononcer pour eux, j'ai cru comprendre qu'ils considéraient que finalement, c'était pas plus mal. Enfin, ce que faisait Enedis, c'était pas forcément plus mal. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, justement, pour continuer à améliorer ce genre les délais de raccordement, qui sont importants sur la partie technique. Alors nous, on a moins de problèmes d'environnement, puisque souvent les nouveaux réseaux qu'on construit en HTA sont souterrains. On construit à peu près 8000 km de nouveaux réseaux HTA, enfin 8000 nouveaux kilomètres par an. On est en train d'expérimenter le poste express, donc un poste express qui est plutôt préassemblé en usine, en kit, donc sur lequel il y a deux tests qui sont en cours en Champagne-Ardenne et en Picardie, qui permettent de vous fournir un poste qui est déjà prévu, et donc qui permettra de réduire les délais de manière significative. Pour aller plus vite aussi et pour optimiser les coûts, on a lancé récemment ce qu'on a appelé les offres de raccordement intelligentes. Alors, je ne sais pas si c'est l'EI qui a fait débat en se disant que le distributeur essaye d'être intelligent. Alors, c'était peut-être pas très... on aurait peut-être pu le formuler autrement. Mais l'offre de raccordement intelligente, en fait, pour moi, pour Enedis, elle est majeure dans la mesure où elle n'est pas là pour éviter globalement les investissements qui devront être faits dans l'avenir. Elle est là pour permettre au système d'aller plus vite. On voit bien que si avec les 40 ou 50 ou 60 gigawatts ou 70 gigawatts qu'il va falloir produire, qu'il va falloir connecter dans les 15 prochaines années, les investissements de toute façon seront indispensables. Il va falloir des lignes, il va falloir des câbles, que ce soit du côté Enedis avec des postes sources ou que ce soit du côté RTE. Je pense qu'il y aura du hard à faire. Ceci dit, à partir du moment quand on voit les sommes qui sont en jeu, je pense qu'il est dans notre devoir et notre responsabilité, avec l'émergence du numérique, d'être capable comment dirais-je, d'optimiser d'optimiser l'ensemble de ces investissements en permettant d'aller plus vite, de piloter les parcs, de donner des signaux qui permettent de piloter les parcs en temps réel. Et là, justement, avec RTE, on fait pas mal d'expérimentations pour que, de manière cohérente entre Enedis et RTE, on soit capable d'optimiser la production des parcs en temps réel, de connecter les parcs sur des situations qui n'étaient pas forcément initialement prévues, mais ce qui nous permet de gagner une ou deux années.
Ce qui n'empêche pas que après le volume arrivant, il faudra de toute façon construire des postes sources et construire du réseau en hard, bien entendu. Mais à partir du moment où il y a une fenêtre d'opportunité, on est capable de la prendre de manière plus intelligente pour 2-3 ans, en attendant que le réseau soit construit, on pense que c'est de notre responsabilité. Et ça permet globalement de fournir plus d'énergie renouvelable sur le réseau. Troisième élément, c'est effectivement pendant la vie du réseau, pendant la vie des parcs. On pense qu'on est en train de travailler sur une étude qui permette un peu de revisiter ce qui a été fait par le passé. On a à peu près, on va dire, pour faire gros, on a 15 gigawatts d'éoliens 15 gigawatts qui sont reliés sur le réseau. Si finalement on repasse en revue l'ensemble de nos postes sources, on regarde comment les producteurs pourraient peut-être surbooker un peu plus les parcs par rapport au retour d'expérience qu'on a sur cette période, on pense que probablement il y aura possibilité de rajouter des mégawatts, des mégawatts par parc, hein, donc des gigawatts au niveau peut-être de l'ordre de grandeur du gigawatt au niveau national. Donc c'est un travail qui est en cours. Le numérique doit nous permettre d'optimiser tous ces sujets-là. C'est exactement ce que disait Clotilde tout à l'heure avec quand vous parliez du vent, quand vous parliez de la température. Il y a quelques années, on n'avait pas les capteurs, on n'avait pas la capacité d'optimiser, de regarder à quel moment on pouvait finalement plus surproduire. Donc on avait des ABAC, que ce soit côté Enedis, on avait aussi des systèmes un peu moins sophistiqués qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les DIE, on est capable de piloter vos parcs, on est capable de vous donner des signaux en temps réel, ce qui n'était pas forcément le cas par le passé. Donc on va essayer de continuer à développer tous ces éléments qui permettront d'augmenter le productible. Alors, Enedis ne va pas créer le vent, bien entendu. Hein. Le vent, on prendra quand il est là. Mais par rapport à la capacité installée, on voit qu'il y a peut-être des possibilités d'optimiser, de rajouter de la capacité. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans la logique des offres de raccordement intelligent. Bien entendu, sans toucher à la sécurité, à la qualité. C'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté. Je pense que par le passé, on avait un réseau qui était relativement passif. Donc on a intégré du renouvelable, on a intégré un peu de la même façon, puis on n'avait pas les outils. L'émergence du numérique, le fait d'être capable de piloter le réseau en temps réel, c'est tout ce qu'on appelle les smart grids, hein, pour nous, qui sont importants, que ce soit sur la basse tension ou sur la moyenne tension, qui nous permettent d'avoir un retour en temps réel. Un parallèle que j'aime beaucoup faire, c'est que finalement, tous les deux, vous vous êtes mis à faire la même chose que les aiguilleurs du ciel. Vous êtes les aiguilleurs des électrons. Les aiguilleurs du ciel, sans toucher à la qualité, la sécurité et tout un tas de critères qui nous tiennent à cœur quand on est dans les avions, ils ont réussi avec le numérique à serrer de plus en plus les avions sur les boucles d'attente autour des aéroports. Voilà. Donc finalement, vous avez mis du temps à le faire, mais finalement aujourd'hui, vous arrivez à utiliser au maximum ce numérique, et on n'en est qu'au début. Donc vous nous promettez, j'ai entendu 30% comme ça, là, d'entrée de jeu, donc peut-être qu'on pourra aller encore plus loin. Donc, sans toucher à la sécurité de vos réseaux, vous arrivez à serrer un petit peu plus, et avec toujours la fameuse règle du N-1. Voilà, alors effectivement, on met un peu de temps. Enfin, on a 800 000 postes achetés à BT sur l'ensemble du territoire, donc ça s'automatise pas comme ça. Mais je pense qu'effectivement, et de mon point de vue, il y a trois niveaux d'aiguilleurs du ciel. Il y aura le niveau basse tension, avec des stockages, avec du photovoltaïque diffus, où là, de manière claire, Enedis optimisera avec les collectivités locales en fonction de leurs besoins sur ces mailles à basse tension. Il y a la maille très haute tension, et là, clairement, c'est RTE qui optimise. Et puis, sur la maille HTA, réseau haute tension, pas très haute tension, mais haute tension et moyenne tension, il y a l'interface entre RTE et Enedis, et chacun dans son rôle, de manière en collaborant tous les deux, il faudra qu'on optimise l'ensemble du système pour que effectivement les signaux qui sont donnés par Enedis soient cohérents avec ceux des RTE et soient cohérents avec la maille de la basse tension, et bien entendu ceux de RTE soient cohérents avec ceux qu'ils ont pour la très haute tension. Donc on a cette optimisation à construire ensemble qui va permettre de raccourcir, de bourrer les fils, si je puis m'exprimer. Je ne sais pas si l'expression est très... Oui, c'est ça, vous voyez on remplit les boucles, on remplit au maximum, oui. et ça avec un maximum de sécurité, hein, parce que effectivement, il faut que de toute façon, 24 heures sur 24, 365 jours par an, nos concitoyens aient une électricité de qualité, et on ne peut pas leur dire on a eu un petit problème avec
Une dernière Voilà. question à tous les deux. Qu'est-ce que vous pensez des outils de planification qui sont en place, les S3RENR et les SRADET? Bon, je Et pense le que- lien éventuel entre les deux. Voilà, je pense que L'évolution du c'est lien. plutôt des bons outils sur lesquels on travaille de manière commune avec RTE et avec la profession. Je pense qu'il y a quelques améliorations, aménagements à faire. Enfin, c'est exactement ce que disait Clotilde. Avec les plans long terme, il faut qu'on s'assure que le financement, par exemple, si on anticipe qu'on met des transformations des transformateurs de plus forte puissance et qu'on prévoit l'installation de nouvelles capacités, il faut qu'on ait un système de financement qui soit cohérent, qui soit prévu. Et je pense qu'avec RTE, et l'ensemble de la profession, on travaille. Enfin, peut-être que tu peux rajouter quelque chose. Oui, Clotilde Levillain, il faut les revoir. Du coup, si on a d'un seul coup de la capacité en plus parce qu'on sert les électrons, il faut revoir. Mais les effectivement, je pense que Antoine l'a dit, c'est à un moment donné le fait de planifier, donner de la visibilité. La profession renouvelable dit c'est crucial. Nous aussi, c'est crucial parce que ça permet de se dire si on veut boucler, si on veut faire effectivement ce développement éolien, cette transition énergétique, cette PPE, voilà les conditions de mise en œuvre. Donc cette planification est importante. Dans ce que disait Antoine, je rebondis sur un truc, finalement la fiabilité des gisements derrière, comment elle vend, quelle acceptabilité, comment faire, là aussi ce sont des éléments qui sont cruciaux parce que ça donne de la visibilité à la population, ça donne de la visibilité aux constructeurs, ça donne la visibilité aussi aux opérateurs de réseau pour anticiper. Donc cette programmation, elle est importante parce que une infrastructure de réseau, plus elle est à haute tension, plus ça prend de temps. Et en gros, il ne faut pas se dire, une fois qu'on l'a fait, mince, elle est faite, mais au mauvais endroit. Merci à tous les deux. On va demander aux développeurs ce qu'ils en pensent maintenant. Donc, je m'adresse directement à la DG de la BU France Renouvelable de chez Engie. Est-ce que tout cela vous donne les moyens d'avancer? Est-ce qu'il y a plus de visibilité? Quels sont un peu les déterminants concernant le raccordement de vos parcs au réseau? Effectivement, ce qu'on appelle les S3RENR, qui sont les schémas régionaux de raccordement en réseau, sont des bons outils. L'idée est très intéressante de planification. Ce qu'on voit par contre aujourd'hui, c'est qu'en fonction du dynamisme des projets, la durée de vie des S3R varie de 2 à 4 ans. Donc c'est des délais quand même qui sont relativement courts. Et renégocier un S3RENR, ça prend 18 à 2 ans. Et donc on a un sujet de planification. Vous comprenez bien que quand on parle de PPE, on parle d'horizon de temps de 5 à 10 ans, voire plus. Et quand on parle de schéma de raccordement, on est sur des délais, des visibilités de 2 à 4 ans, avec des saturations qui peuvent donc intervenir rapidement de ces schémas. Donc le message, et on a travaillé beaucoup avec les gestionnaires de réseau pour essayer de porter un message de plus longue durée de ces schémas-là. Et l'année dernière, effectivement, nous avions préparé un courrier collectif qui rassemblait à la fois les syndicats professionnels, les gestionnaires de réseau, les développeurs, pour s'appuyer sur l'intérêt de ces projets, de ces schémas en termes de planification, mais essayer de donner une portée supplémentaire en termes de visibilité pour accompagner les développements et que finalement le design des ouvrages se place sur des horizons de temps qui soient plus longs. Donc voilà, pour moi, c'est effectivement un élément important de donner plus de visibilité dans la durée. Première chose. Deuxième chose, continuer à simplifier. On en a parlé tout à l'heure avec Jean-Louis, la simplification est importante et elle vaut tout à fait aussi pour les S3RENR. Le troisième volet également, c'est peut-être la mise en place d'une instance nationale pour essayer de réunir tous les acteurs à intervalles réguliers et faire le point, qu'est-ce qui marche pas, et toujours se réinterroger pour à tout moment pouvoir constater s'il y a des avancements ou non sur les schémas de raccordement et le raccordement concret de certains projets. Voilà, l'objectif, c'est effectivement aller tous ensemble collectivement vers une meilleure prise en compte du raccordement et très en amont dans le développement des projets. Et en dehors du raccordement, de quoi ont besoin les développeurs pour avancer? Alors, première chose, et effectivement, comme nous avons la chance d'avoir un élu autour de la table, c'est nous avons besoin des élus. C'est l'élément incontournable du développement du renouvelable en France. Alors, ça vaut à plusieurs échelles. Ça vaut à l'échelle régionale. Et on voit l'engagement de certaines régions pour accompagner le développement du renouvelable. Peut-être pour citer un cas concret, c'était la création de l'Agence régionale énergie-climat qui a été mise en œuvre au niveau de la région Occitanie. L'objectif, c'était de faciliter et d'encourager les collectivités à s'engager dans les projets renouvelables. Parfois, on voit que c'est complexe.
et d'avoir des engagements avec des autorités qui nous permettent de débloquer des projets, c'est effectivement un élément important. Un deuxième exemple, c'est la constitution de l'OSER ENR, qui est une société de financement initiée par la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui est destinée à accompagner et à soutenir le développement des énergies renouvelables. Et voilà, ce fonds-là, OSER ENR, a permis de prendre des participations dans certains de nos projets et c'est aussi un facteur de développement d'acceptabilité. Donc on parle de l'échelle régionale, on parle bien sûr de l'échelle collectivité locale, on parle des communes et je dirais le développement des projets n'aurait pas lieu sans ce soutien-là. Donc pour moi, le plus précieux, c'est le soutien des élus. Et aujourd'hui, j'ai aussi la fierté de vous annoncer que nous avons franchi la barre des 2 gigawatts au niveau d'Engie de capacité éolienne raccordée au réseau. 2 gigawatts, c'est conséquent pour une entreprise comme la nôtre. Donc on est très présent et pour nous, c'est un axe de développement important, l'éolien. On parle beaucoup des autres technologies et on pense parfois que l'éolien, finalement, on a atteint une limite. Moi, je dirais c'est le début de la vie de l'éolien en France. Donc voilà, ça c'est un message aussi d'espoir qu'on voulait passer. Alors comment est-ce qu'on s'organise pour développer l'éolien? Est-ce que tout se dessine dans une tour à la Défense? Je dirais surtout pas, l'éolien c'est très local et donc ça se dessine sur les territoires. Nous avons 16 agences qui sont réparties partout en France dont l'objectif c'est de travailler avec les élus, de faire des contrats de confiance avec les élus. S'il n'y a pas de confiance avec les élus, il n'y aura pas de projet. Notre objectif n'est pas de développer à tout prix l'éolien, quelles que soient les conditions, mais de développer l'éolien dans des conditions de confiance qui soient remplies. C'est pour ça que pour moi, c'est important de développer ce qu'on appelle des chartes bilatérales avec les élus au moment du développement d'un projet pour voir collectivement, ensemble, comment nous allons parvenir à développer ce projet. C'est important d'anticiper et de mettre très à bord les élus très en amont du développement des projets. C'est aussi de la pédagogie, le renouvelable, et c'est de la pédagogie, l'éolien. C'est-à-dire, nous faisons des organisations assez fréquentes de visites de parcs pour montrer ce que c'est. C'est de la technologie, l'éolien. C'est pas quelque chose de simple, c'est de la technologie, c'est de l'emploi. C'est quelque chose qui mérite d'être connu. Et donc, pour nous, c'est aussi un effort de pédagogie d'expliquer, finalement, cette profession. Et puis, c'est de s'adapter finalement à toutes les sensibilités environnementales des sites. Sur certains de nos sites, on a plus de complexité avec des enjeux de biodiversité et autres. Et dans ces cas-là aussi, on travaille beaucoup avec des organismes environnementaux. Par exemple, là, on travaille avec VVF sur certains de nos projets pour démontrer la durabilité de nos projets dans la durée et pour faire en sorte qu'effectivement, on puisse tirer profit de certains sujets complexité en termes de biodiversité. On a parlé effectivement aussi de l'engagement des collectivités, des élus, mais aussi des citoyens dans les projets renouvelables. Ça vaut dans le financement participatif. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Notre premier projet en financement participatif date de 2005. Donc effectivement, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais ce qui change, c'est qu'on voit maintenant des structures actionnariales se mettre en place, où effectivement des collectivités rentrent et deviennent actionnaires. Et ça se répand de plus en plus. Aujourd'hui, nous avons 30 projets en cours avec des actionnariats dans lesquels ce sont des collectivités qui sont partie prenante à nos côtés. Donc je dirais tout ça, ça nous permet aujourd'hui d'être confiants sur, d'une part, la dynamique de développement du renouvelable et en particulier de l'éolien en France, d'une part, et deuxièmement, la dynamique de compétitivité de cette énergie renouvelable. Il est évident que l'éolien aura une place d'autant plus conséquente que les prix sont compétitifs, et c'est le cas aujourd'hui, et ça va se démontrer dans la durée. Et je dirais finalement, pour accroître le développement du renouvelable et de l'éolien en particulier, ce qu'il nous faut, c'est de la stabilité. Stabilité dans le cadre réglementaire, pas de rétroactivité, pas de stop and go. On le voit que dans certains pays d'Europe, il y a eu des stop and go, ça a été très dommageable dans la durée. Donc la PPE, on l'attend avec impatience justement pour crédibiliser dans le long terme le développement de cette énergie renouvelable. Et c'est mon deuxième point, la visibilité. La visibilité, c'est effectivement important. Des schémas de politique engagés sur 10, 20 ans, c'est un élément important. Et puis le troisième volet, c'est les procédures. C'est peut-être pas très sexy de parler de procédures et pourtant on en a besoin. Les procédures, c'est important, mais autant continuer la simplification. Énormément d'efforts réalisés. On parle de 10 ans de développement aujourd'hui constaté dans l'éolien pour un parc. Un parc de 5 machines, ça va nous prendre 10 ans à développer. Et bien voilà, toute la simplification, ça va nous permettre progressivement d'aller vers des choses un peu plus normales que nous voyons en Europe, qui sont de l'ordre de 5 à 6 ans. Et donc voilà, on laissera la parole à Laurent Michel pour nous conforter dans cette idée de simplification dans la durée. Il se prépare depuis tout à l'heure. Et notamment, si vous permettez, sur du repowering, donc de la transformation de parcs existants. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a un parc de 24 machines qui est existant. La puissance de chacune de nos éoliennes, c'est 850 kW. Voilà, aujourd'hui, on parle de machines de 2-3 MW.
Donc transformer un parc existant de 20 éoliennes de 850 kW en 10 machines de 2 ou 3 MW, ça c'est quelque chose qu'on doit porter. Il faut bien comprendre qu'à l'horizon 2030, nous aurons 5 gigawatts en France à repowerer, donc à transformer à travers des nouvelles installations. Et donc pour ça, on attend effectivement beaucoup de l'État pour nous aider à simplifier le process, c'est-à-dire que faire un parc nouveau sur un site existant, ça va nous prendre 10 ans. C'est un petit peu dommage, alors que l'acceptabilité est là, alors que le parc il est déjà présent, et donc effectivement il y a déjà des éoliennes, et qu'on va vers une simplification, y compris en termes visuels, puisque nous aurons moins de machines pour une même capacité. Merci Gwenaëlle Huette. Et vous apercevez tout ça. Ah non, sur la photo d'avant, il y avait l'astérisque. Ça renvoyait, c'est écrit tout petit en bas, c'était à fin octobre 2018, donc il y en a déjà plus. 15 jours plus tard, forcément. Alors moi, je viens d'entendre, j'ouvre les guillemets, Gwenaëlle vient de nous dire « Tout ne se décide pas dans une tour à la Défense ». Boum. Prenez donc un micro, Laurent Michel. Le directeur général de l'énergie et du climat, j'ai envie de lui poser... Je vois l'heure qui tourne, on pourrait... Une demi-heure de question... Oui. Mais vous n'allez pas être sauvé par le gong comme ça. Alors... J'ai envie de démarrer avec le décret éolien. Les recours en 3 clics sur Internet ont beau être le fondement de la démocratie, tout le monde sait qu'il y a des abus venant notamment de personnes qui ne sont absolument pas concernées. Donc, où en est le degré de maturation de ce décret éolien qui permettrait de revoir un peu la procédure et de diminuer surtout la proportion de recours ? Oui, alors effectivement, le décret éolien était un des produits importants du groupe de travail dit Le Cornu sur les éoliennes, sachant qu'il y en a eu un sur le solaire, un sur la méthanisation. Alors, d'après mon dernier GPS, à moins qu'il ait progressé dans la nuit, je n'ai pas lu le JO, la publication est imminente. Le décret est passé en section au Conseil d'État en novembre. Il est à ce qu'on appelle la relecture finale au secrétaire général du gouvernement. C'est vraiment, là, quand on est en relecture finale au secrétaire général du gouvernement, c'est vérifié. Ce qui arrive parfois, ça m'est même arrivé un jour dans ma vie, qui n'est pas un bug terrible du style on a pris les mauvaises numérotations, etc. C'est vraiment pour le mettre dans le JO. Donc, lui, il n'est pas paru ce matin, par hasard. Ça aurait été génial quand même le jour. Oui, mais on fait ce qu'on peut. Non, mais on fera. Vous savez que tout se passe le 27 novembre. Bon. Voilà. Donc ce décret, il est fait. Il y a plus de. Pardon. Alors, si je perds mes antisèches, c'est foutu. Non, mais ne vous inquiétez pas, j'ai les questions et j'ai les réponses que j'aimerais entendre. Non, ce décret, dont on rappelle, qui était un des actes, mais ce n'était pas le seul de la simplification, il est fini. Il n'y a plus de débat de fond. Il y a une relecture formelle, mais qui est extrêmement importante parce que quand ces textes-là, ils devraient être vraiment publiés sous peu. Je rappelle qu'il supprime un niveau de contentieux et aussi il va simplifier le contentieux en figeant automatiquement les moyens en termes de légalité externe et interne au bout de 2 mois. Ce qui, d'ailleurs, et pas que pour les éoliennes, sera sûrement un sujet important parce que c'est vrai qu'on a tous connu, et pas pour ce contentieux éolien, les ennemis d'un projet, ou les ennemis d'un projet déposaient, et puis après on répondait, puis on en amenait des moyens complémentaires. Enfin, tout ça pouvait être extrêmement long. Donc ça devrait aussi accélérer le traitement. Et par ailleurs, je vais illustrer sur ce point, il m'apparaît extrêmement important. Derrière, c'est la mise en œuvre. Sur ce sujet, nos collègues de la DGPR qui pilotent ce décret ont d'ores et déjà prévu une interaction avec le ministère de la Justice pour aller faire des séances de formation et information auprès des magistrats administratifs sur les nouveautés induites par ce décret, parce que c'est pas tout. Enfin voilà. Donc, je crois que c'est quelque chose. Je pourrais le redire à chaque fois. On a beaucoup de simplification, de guides. On a aussi, au-delà de fixer les objectifs et tout, ce que fera la PPE, on a vraiment, je pense, l'année 2019 et fait tout le temps. Il faut qu'on soit tous dans la mise en œuvre. On pourra rebondir sur les schémas régionaux ou autres. Il faut maintenant qu'on suive tout ça. C'est pas seulement de sortir des textes, il faut qu'on mette en œuvre. D'accord. Il y a beaucoup d'avocats dans la salle, j'en ai repéré plusieurs. Ils pourront rentrer plus dans le détail de ce décret dont la parution est imminente et qui permettra de ne plus invoquer de nouveaux moyens en cours de procédure. Deuxième sujet qui a été pas mal évoqué déjà sur cette tribune ce matin, c'est l'IFER. Donc là, ça y est aussi, c'est imminent l'IFER. Ça passe devant le Sénat. Et puis, donc l'IFER, effectivement, toujours dans ce travail, avait été évoqué l'idée d'une répartition plus lisible et plus automatique pour que la commune d'implantation puisse toucher une part minimale
quelles que soient les décisions de l'intercommunalité, après quelques tâtonnements, un amendement conforme aux décisions du groupe et aux concertations a été déposé puis voté le 16 novembre. Après, le processus fait que le Sénat continue, mais qu'après on revient. Moi, je n'ai pas d'inquiétude sur cette évolution de l'IFER. Elle va se faire dans le cadre de la loi de finances 2019. Donc applicable à partir pour tout nouveau parc à partir du 1er janvier 2019. Oui. Voilà, oui. D'accord. Troisième sujet qui a déjà été évoqué ce matin, l'inquiétude de la filière quant à l'absence d'autorité environnementale. Donc, suite à la décision du Conseil d'État en décembre 2017. Réponse de la DGEC par rapport à ça? Alors, c'est un sujet qui n'est pas qu'éolien, bien entendu. Donc, a été élaboré un projet de décret après un certain nombre de débats interministériels. De ce que j'ai compris, on a résolu le dernier cas qui restait, qui ne concernait pas les éoliennes, mais vous savez, les éoliennes sont soumises à l'évaluation environnementale systématique, donc elles sont dans un cadre qui était déjà bien défini par le projet de décret. Il restait à régler le cas de qui est l'autorité entre la mission régionale de l'autorité environnementale et le préfet qui va gérer les questions de cas par cas. De ce que j'ai compris avant-hier, c'est réglé. Donc on devrait pouvoir aller vers une publication de ce décret maintenant rapide. Et sur le GPS, on en est où? Là, j'ai moins la date d'arrivée quand même. Mais il n'y a plus de débat de fond, de ce que j'ai compris, sur le dernier point qui restait, sur la question de l'autorité environnementale, que personnellement, je n'aurais pas inventé quand j'étais petit, mais c'est un autre sujet. C'est un nombre de ramifications un peu conséquent dans l'ordre administratif. Donc il fallait aussi gérer cette question du cas par cas. Alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin, la PPE. Un jour, dans un colloque annuel du CERF, Éric Orsena a dit que si vous êtes directeur du climat, c'est que vous êtes assis à côté de Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Éric Orsena, l'académicien. Bon. Est-ce que ça donne du poids à votre scénario volontariste? Je rappelle qu'il y a 3 scénarios. Là, Jean-Louis a dit ce matin des fuites plus ou moins préparées, qu'on appelle des annonces perlées dans le langage. Et donc... il y a 3 scénarios qui circulent là en ce moment, qui ont été un peu, je ne sais pas si c'est Mediaparté, mais en tout cas qui transpirent un petit peu. Le vôtre, celui du ministère de la Transition écologique et solidaire, puis à l'opposé, celui du ministère des Finances. Et puis entre les deux, scénario intermédiaire. Sur ces 3, il n'y en a qu'un seul qui permet d'atteindre les objectifs de la loi. Alors, est-ce que ça donne du poids à votre scénario, le fait d'être directeur du climat assis à côté de Dieu? J'ai pas compris que Dieu habitait à la tour Séquoia non plus. Donc on en est plus proche quand on est tout là-haut. Non, écoutez, là, je ne sais rien et je ne dirai rien. Vous connaissez ma résilience dans les colloques à ne rien dire. Je peux faire ça. Je peux tenir une demi-heure sur la PPE. Je peux simplement vous dire que comme l'a souhaité... Je sais que c'est vrai, mais essayez de... Ah bah oui, non, mais je peux dire 3 quarts d'heure, si vous voulez. Comme l'a dit Mathieu Orphelin, cette PPE exprimera, et pas seulement sur le renouvelable, et sur le nucléaire, sur aussi la sortie d'un certain nombre d'énergies fossiles, sur les réductions d'économie d'énergie, il y aura des objectifs et des moyens. Ce que je peux vous garantir, c'est que quel que soit le scénario retenu, et Dieu sait que 3 n'est que vraiment une valeur minimale comparée au nombre que nous avons touillé, c'est bien connu, quel que soit le scénario retenu, il y aura trajectoire de développement des énergies renouvelables, électriques, biogaz et chaleur. Pour l'électricité, ça sera clairement assis en développement sur 3 piliers d'éolien en mer, d'éolien terrestre et de solaire, et que il y aura une cohérence parfaite entre l'objectif affiché et les volumes d'appels d'offres qui seront prévus, avec des calendriers, des mégawatts par année, etc. Donc, cette lisibilité sera donnée. Ne me faites surtout pas dire quel est le scénario qui va sortir. Je ne suis quand même pas tout à fait sûr que ce soit même décidé à l'instant T, parce que c'est compliqué et que quand on touille à partir de 3 scénarios, c'est jamais un des 3 forcément qui sort. Mais ça sera extrêmement clair dans la PPE. On va le dire à 95 ou peut-être au moins 90%, mais voire 95 aujourd'hui, ce sont les appels d'offres qui font les volumes. Vous savez que sur l'éolien, il reste une petite partie tarif. On l'a dit à la profession, elle va se réduire un peu en termes de champ, donc le champ de l'appel d'offres va s'élargir un peu. Donc quand vous verrez le volume d'appel d'offres, vous saurez année par année ce qui va être mis aux enchères, en compétition, et derrière le calcul sera cohérent avec l'objectif de raccordement visé.
Et même, on a prévu ça, quel que soit le scénario, si on vise, je sais pas dire, 1000 mégawatts raccordés, il faut mettre 1200 en appel d'offres. Enfin, on a prévu des taux de chute pour ne pas se raconter d'histoire, parce qu'on sait très bien, les uns et les autres, que ce n'est pas parce qu'on accorde 500 mégawatts à un appel d'offres qu'il se fait 500 mégawatts de projet. C'est la vie des affaires, des autorisations qui ne sortent pas, etc. Donc tout ça sera clair et cohérent. Normalement, après, juste pour finir là-dessus, vous juste redonner le calendrier pour ceux qui ne sont pas fanatiques de ça. Si on a l'annonce des grandes idées par le président de la République le 27 novembre, sa date circule dans tout Paris, donc je ne vais pas en inventer une autre. Nous, il nous faut ensuite quelques jours pour finaliser le document PPE qui aura un résumé moins résumé, plus tout le document et les chiffres, et on l'envoie à l'autorité environnementale nationale. En même temps, évidemment, comme c'est quand même un peu attendu, il sera mis en ligne sur Internet comme pré-projet. L'AE a 3 mois pour rendre son avis, donc mettons qu'on est début décembre, donc ça l'amène début mars, et après on lance la consultation du public sur Internet, plus quelques consultations obligatoires, et ça fait vers fin avril, début mai que sort la PPE. Mais évidemment, on devrait voir dès décembre le pré-projet suite aux annonces du président. C'est-à-dire qu'entre novembre et fin avril, début mai, on n'y retouche plus. On reste sur le scénario qui a été annoncé. La démocratie et l'ordre légal français fait qu'il y a un processus de consultation qui n'est pas que formel, qui évidemment ne va, je ne pense pas, amener à un bouleversement total des scénarios, mais qui sera quand même... on a dire la lourdeur de l'administration française, c'est pas, on peut voir ça, c'est pas non plus pour rien qu'il y a des consultations. Donc il y a des choses qui vont être dites par les acteurs professionnels, par les ONG, par les associations de collectivités, qui seront prises en compte en bonne partie quand même par le document final, et on devra même expliquer de par la loi pourquoi on ne prend pas en compte certaines choses, etc. Alors évidemment, si le scénario de base a dit qu'on ferme 7,5 réacteurs à telle et telle date, ça m'étonnerait qu'après la consultation, on sorte, on en ferme 3 ou 2 ou 15. Il ne va pas y avoir des changements majeurs, mais enfin, ouais, ce n'est pas pour rien qu'il y a une consultation. 7,5, c'est dans aucun des trois. On a le moins 6, moins 6, le 0, moins 12 et le moins 9, plus 4. C'est bien pour ça que j'ai... Ouais. N'allez pas dire que ça sera 7,5, c'était juste un exemple littéraire. J'ai noté. Je ne sais pas qui va être le demi, mais bon. Imaginons, une dernière question, Laurent Michel, je ne vous embête plus après. Vous m'avez dit un jour que la Direction générale de l'énergie et du climat était la plus petite direction générale du ministère. Imaginons, il y a longtemps, imaginons, vous veniez juste de passer de la DGPR à la DGEC. Non, on est aussi petits l'un que l'autre, en fait. Ah ben voilà, d'accord. En nombre de TP. Non, mais sérieusement, imaginons que ce soit le premier scénario qui passe. 5 gigawatts de renouvelables de plus par an jusqu'en 2028. 5,5 gigawatts de plus par an jusqu'en 2035. Vous allez demander combien d'équivalents temps plein pour gérer tout ça? Ça aussi, là, je suis très résilient là-dessus. Mais je ne l'avais pas préparé, mais là je m'en... Non, mais effectivement, c'est un sujet... pas tant à la DGEC. Enfin, il y a évidemment la DGEC, mais aussi nos collègues de DGPR passent un temps certain sur les éoliennes, entre autres avec nos amis militaires et autres. Et il y a nos services des DREAL, entre autres de l'inspection des installations classées, mais aussi ceux qui travaillent sur les schémas de raccordement, les S3R, ENR. C'est devenu, et personne s'en plaint, c'est un constat, l'énergie renouvelable sur le terrain et en centrale, un facteur très dimensionnant pour les services de l'État. Après, nous, on est dans quelque chose qu'on appelle sympathiquement chez nous le moins 2%. C'est moins 2% d'effectifs par an au niveau du ministère global. Au bout de ça a l'air de faire de rien, mais on fait ça depuis 2008. Donc ça finit par faire beaucoup. Chaque année, moins 2%. Il y a clairement un choix de ministres successifs qui ont été autour de ces sujets de préserver et ou de redéployer des effectifs pour dire que, par exemple, au niveau des installations classées, bah oui, il faut des inspecteurs, donc il faut faire ça. Au niveau de la DGEC, nous n'avons pas, j'en remercie tout le temps les ministres, très sincèrement, nous n'avons pas d'écrêtement, ou beaucoup moins que d'autres métiers du ministère, nos effectifs, parce qu'il faut accompagner la transition.
Une fois qu'on est dans ce cadre, notre job, c'est aussi de redéployer. Donc moi, à la DGEC, avec Virginie Schwartz, avec Olivier David, Service Climat, on regarde et on essaye de mettre là où il faut, en faisant des économies ailleurs. Et on fait ça pareil en DREAL. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on trouve les simplifications. Simplification de procédures, elles allégeront le travail. Sur les S3R, ENR, j'ai visé hier un document pour envoyer au cabinet notre projet de révision du dispositif législatif et réglementaire. On va par exemple proposer qu'il aille plus vite, y compris en ne les soumettant plus à évaluation environnementale, parce que ce n'était pas intéressant de soumettre le S3 ENR à évaluation environnementale, mais ça perdait du temps. Donc il faut qu'on gagne sur nos processus. Et aussi, à un moment, on cherche tous les moyens d'adéquation, y compris en sous-traitant. Je vais m'éloigner de l'éolien terrestre, mais prendre l'éolien maritime. Vous savez bien qu'on a décidé que pour les nouveaux parcs, on passait d'abord en dialogue compétitif, on l'a fait sur Dunkerque, et puis qu'on allait ensuite, c'est toujours en dialogue compétitif, mais on ferait de plus en plus d'études pour dérisquer. J'ai un budget de quelques millions d'euros en 2019, mais beaucoup plus en 2019 qu'en 2018, dans les lignes ENR pour faire des études. On est en train de réfléchir. Alors, ça dépendra évidemment du nombre de parcs éoliens flottants qu'il va falloir faire. Donc ça aussi, c'est sous variante. Mais à travailler avec les établissements publics du ministère, comme le CEREMA ou l'Agence française de la biodiversité ou l'IFREMER, pour organiser les études. Et puis, oui, à un moment, il me revient de temps d'aller dire au ministre, écoutez, là, j'ai besoin de 3 ETP à mettre à la DREAL XXX, qui va aller faire un appel d'offres éolien flottant ou posé. Voilà, on essaye de s'adapter. Il faut simplement dire que globalement, sur quelques années, comme vous avez dit que vous avez dit ça il y a quelques années, ça fait quelques années que je fais des colloques sur l'éolien, sur ces sujets, les administrations centrales et territoriales ont été soutenues par les ministres successifs pour que les moyens humains et financiers suivent à peu près. Et je peux vous dire que par ailleurs, derrière, les services y suivent parce que moi, je vois la centrale en direct, ils sont assez occupés, on va dire, et que dans les DREAL, entre autres là où il y a beaucoup d'éoliennes, les gens travaillent énormément sur le sujet, avec beaucoup d'engagement, dans un contexte, par exemple, dans certaines régions plus au nord, qui n'est pas très simple. Où ils sont aussi impopulaires auprès des développeurs éoliens que de certains élus. Ils sont au milieu, tel le jambon dans le sandwich, mais ils sont très impliqués. Je peux vous garantir que dans les DREAL, l'implication est totale sur ces sujets et que ça se traduit par des affectations d'emplois, y compris on réfléchit avec Cédric Bouriel, DGPR, à voir comment on doit simplifier pour les ENR pour qu'ils puissent continuer à faire autre chose ailleurs, parce que la vie est assez riche. Voilà. Merci Laurent Michel pour tout cet espoir que vous avez donné, d'un côté aux développeurs par rapport à ce qui pourrait se passer, et de l'autre côté surtout à tous les jeunes qui sont dans la salle. Parce que nous, c'est vrai, ça fait un moment qu'on est là. Vous étiez encore à la DGPR quand vous commenciez déjà à intervenir dans les colloques éoliens du CERFE à l'époque. Et donc, les jeunes seront ravis de voir qu'il va y avoir besoin d'équivalents temps plein aussi dans les administrations déconcentrées. Allez, je vois l'heure qui tourne énormément. C'est dingue, on n'arrive pas à l'arrêter, ce chrono. Quelques questions de la salle avant de passer à la table ronde suivante. La première a été plus longue. Je prends un tout petit peu du temps de la première table ronde sur la deuxième. Ne vous inquiétez pas, on va retomber sur nos pieds. S'il y a des micros qui circulent, oui, je crois, à un endroit. Si vous avez des questions à leur poser, c'est le moment. Vous avez un élu qui représente plein de collectivités ici à la table ronde, un industriel, 2 gestionnaires de réseau, un développeur de projet et quelqu'un qui est assis à la droite de Dieu, en haut de la tour Séquoia. Non, mais j'ai bien aimé cette remarque d'Éric Orsena. Alors, vous n'avez pas de questions? Vous préférez leur demander comme ça, tranquillement, tout à l'heure, à la sortie, c'est ça? Oui? Non? C'est bon, alors ça veut dire que tout a été clair. Merci. Oui, c'est marrant parce que je vous vois tous les deux, vous êtes là. Bon, alors, Jean-Louis en premier, Fabrice en second. Alors, Jean-Louis Ball pour le syndicat des énergies renouvelables. Oui, Laurent Michel, vous avez parlé du processus donc, de concertation, consultation sur la PPE. Est-ce qu'il n'y a pas en parallèle la révision de la loi de transition énergétique avec notamment le recul de l'objectif de 50% de nucléaire à une date postérieure à 2025? Et est-ce que ces deux processus ne doivent pas être cohérents?
Pardon, j'étais resté sur la PPE. Et effectivement, Nicolas Hulot l'avait dit, on est sur des schémas où on constate que même en poussant les feux aux 5 gigawatts ou autre, bon, là, il n'y a pas assez d'ENR à un horizon 2025 pour passer à 50% de nucléaire sans avoir besoin d'autres moyens en semi-base. RTE nous l'a dit une fois aussi, et on aurait été obligé, même si on les aime beaucoup, d'avoir des centrales à gaz qui auraient fonctionné quelques années. Bon, ça n'allait pas, ça collait pas mathématiquement. C'était pas forcément une découverte aussi révolutionnaire que la mécanique quantique, mais ça amène à considérer que juridiquement, quand cet atterrissage, vous avez lu dans la presse, on parle de 2035, quand on dit si c'est 2035 n'est pas égal en droit à horizon 2025. Ça ne marche pas. Ça aurait été 2027, oui. Mais, donc ça veut dire qu'effectivement, une PPE qui dira ça ne respecterait pas la loi et serait donc annulée par n'importe quel recours. Alors, ça prendrait peut-être un peu de temps, mais ça ne... Voilà. Donc, le gouvernement ne l'a pas caché, même si ça n'a pas été peut-être forcément une annonce tonitruante, mais effectivement, il y a un besoin législatif de faire évoluer ce critère. Donc, il y aura un projet de loi énergie qui va traiter de cela et de quelques autres dispositions, mais pour rassurer et ou inquiéter tout le monde, l'idée est d'avoir une loi courte qui soit débattue rapidement, soit plutôt sur les notions programmatiques et quelques ajustements, pour qu'on puisse la voter, j'espère, en un seul tour à l'Assemblée et au Sénat, et qu'on ne refait pas une grande loi énergie avec 400 articles, 40 au début, 200 à la fin, tous les amendements que chacun veut et tout, nous compris à la DGEC, parce qu'on a toujours des choses à changer. Donc l'idée, c'est bien de faire atterrir cette loi dans un calendrier compatible avec la sortie de la PPE, ça veut dire premier semestre, pour que quand le décret PPE sort, il est conforme à la nouvelle loi. Alors après, la rédaction fine de comment on écrit l'objectif nucléaire à l'horizon XXX va sûrement déclencher néanmoins quelques passions. J'espère que non. Alors, je pense que le ministre s'est exprimé clairement sur les objectifs. Je rappelle qu'on est aussi dans un contexte européen, des objectifs européens à horizon 2020 et 2030 qui engagent la France, même s'ils sont pour 2030 pas encore découpés par pays. Voilà. Après, il y a toujours des gens qui aimeraient changer l'objectif biogaz, l'enlever, l'augmenter. Ça, on peut faire confiance à tous les gens qui nous observent pour pouvoir complexifier cette loi que j'aimerais simple. Et je m'en arrêterai. Alors, il y avait une autre question de Fabrice Cassin, LPA-CGR. Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup d'avocats dans la salle. Non. Une question sur la planification. Pour poursuivre la réflexion sur ce point-là, on est à la recherche de cette planification territoriale. On a essayé plusieurs instruments. Mais au fond, et pour pousser la logique, dans le souci de simplification, quelle est l'utilité du SRADET finalement? Parce que la planification territoriale, elle est avant tout celle des gestionnaires de réseau. Le cœur même de cette planification et l'utilité des raccordements et la capacité à accueillir les parcs. Et comment faire travailler avec les élus qui sont indispensables, comment arriver à mettre au cœur les schémas de raccordement. Et ça rejoint notre... Alors, une question sur l'utilité du SRADET, schéma régional d'aménagement, de développement durable, d'égalité des territoires. Alors, je pense que, pour reprendre un peu la question telle que vous l'avez formulée, je pense qu'il y a une époque, effectivement, les réseaux, dans le sens large, avaient leur vision des choses et avaient tendance à imposer leur façon de comment tout devait être organisé. Je pense qu'on est un acteur dans le système, qui est un point important, mais je pense que si on est le seul point d'entrée, je pense qu'on n'est pas du tout dans ce qu'attend la société. Les territoires ont des désirs, ont des souhaits, souhaitent aménager et souhaitent des développements. À nous aussi, au réseau, de nous plier ou d'accompagner les souhaits des territoires et pas de dire dicter au territoire que la configuration historique des réseaux fait que ça se passera comme ça. Je pense
pense que c'est quand même, ce serait, si c'était qu'unidirectionnel, enfin, monsieur le maire, je pense que vous nous recevriez de manière peu sympathique. Hein, voilà, donc je pense qu'on est une donnée d'entrée. Vous êtes forcément, vous avez des projets, vous avez les gisements de vent ou les gisements de rayonnement ne sont pas forcément conformes au réseau, historiquement. Donc je pense qu'il y a une adaptation. Et puis les souhaits des territoires sont les souhaits des territoires. Donc je pense que il me semble que la concertation, qu'elle soit plus large et qu'elle soit pas simplement... enfin, je pense que c'est une époque qui est révolue et qui ne reviendra pas, je pense. Enfin, Clotilde Levillain, utilité des SRADET. Je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Je rajouterais quelque chose. Finalement, les collectivités territoriales ont des pouvoirs en termes d'énergie. Donc je pense que non seulement ça facilite l'acceptation, mais il faut appliquer la loi. Ce sur quoi nous travaillons, c'est comment éviter de superposer ou juxtaposer un certain nombre de délais. Et en particulier, vous avez SRADET et S3R qui s'enchaînent. Et nous travaillons actuellement sur comment permettre des éléments d'appréciation environnementale, d'acceptation en fait de façon synchrone, avec des niveaux stratégiques d'évaluation environnementale. C'est ce qu'on essaie de faire sur le schéma décennal. Et puis ensuite, projet par projet, qui est la déclinaison. Donc là, ce travail-là, nous y réfléchissons. Nous travaillons avec l'administration pour justement éviter de faire, bon, j'ai un SRADET, je concerte, j'évalue, puis ensuite le schéma arrive. Et là, justement, je pense qu'il y a des voies. En tout cas, j'y crois beaucoup. Dernier mot de cette table ronde, monsieur le maire. Votre slogan, c'est se verdir. Alors, j'ai vu quelque part que vous faisiez beaucoup de choses, pas que sur l'éolien, vous travaillez aussi beaucoup sur bois énergie, et vous partez sur l'hydrogène aussi. Donc, se verdir ou mourir, c'était ça votre slogan? Il me semble que j'ai vu ça. Je ne sais plus si c'est sur votre site ou oui, dans c'est une un peu interview. ça. Enfin, tous les cas, on se bouge et on a complètement pris le champ de la transition énergétique comme étant un facteur de restructuration, de réorganisation de notre territoire et de redéveloppement. Bon, on est quand même la plus grosse zone industrielle de la Marne, puisqu'on est à plus de 3500 emplois industriels, mais on sait aussi le poids lequel pèse sur nos épaules, c'est de la conversion, de la changement des emplois. Et on sait bien également que par le numérique, tout ça, ça va évoluer. Donc, si demain on va être territoire industrie, pour assurer la modernisation, il faut apporter une dimension nouvelle et le développement durable et l'énergie est finalement au cœur de l'organisation de la société. Alors oui, on fait beaucoup de choses. 2 mots sur l'hydrogène. On n'est pas sur l'hydrogène par électrolyse, on est territoire à hydrogène, un des 2 ou 3 territoires qui ont été retenus dans le cadre de l'AMI nationale de l'ADEME. Et il s'agira de l'hydrogène produit de manière décentralisée à partir de la biomasse. Et donc 100% décarboné, parce que quand on se pose la question de l'électricité, enfin du développement de nos sociétés, au cœur de tout ça, il y a l'électricité. Et à partir de là, quelle origine? Est-ce que c'est de l'énergie verte? Est-ce que c'est de l'électricité verte ou pas? Et là, on peut produire donc du syngaz, qui est la forme gazeuse, mais c'est déjà presque de l'hydrogène, ou on appelle ça également de l'hypergaz, qui peut être introduit sur les réseaux pour le chauffage. Et dans la phase où c'est totalement à 100% raffiné, on est dans l'hydrogène décarboné, c'est-à-dire sans production de NOx et sans aucune pollution. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant à faire. Et ça va se développer puisque le pilote est en train de s'installer ou va s'installer là dans les mois qui viennent. Et donc après, on va être dans la phase de développement. Merci, monsieur le maire. Merci, mesdames. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette première table ronde.